Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 13 juillet 2022. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je tenais aussi à vous informer de deux choses importantes. La première, c'est qu'il n'y aura pas cet après-midi à 15 heures de trading live avec Vamfibo. Il a décidé de marquer une pause durant l'été, il sera notamment absent. Donc, retour normalement des sessions de trading live à partir du mois de septembre. Donc Vamfibo marque une pause. Pour ma part, je serai aussi absent à partir de demain jusqu'à fin juillet. Voilà, je m'accorde quelques 2 semaines de congé durant cette période estivale. Donc absent jusqu'à fin juillet, retour du briefing des marchés à partir du 1er août. Alors séance clé aujourd'hui pour les marchés, comme vous le savez, on attend ce fameux catalyseur, à savoir l'inflation aux États-Unis, qui donnera le là derrière pour savoir un peu comment la Fed va ajuster le tir et aussi comment va réagir le dollar américain qui est au perché et une monnaie européenne actuellement qui est au tapis. Donc une séance clé qui va vraiment donner de la visibilité aux investisseurs et à mon avis on peut s'attendre aussi à un départ de flux que ce soit sur les indices ou sur le forex. Donc globalement hier on n'a pas fait grand chose cette semaine dans l'attente de cette statistique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Alors certes, on a quelque peu terminé en légère baisse, toujours sur fond de signes croissants indiquant une récession aux États-Unis. Donc les investisseurs ont limité très clairement la prise de risque en amont des données sur l'inflation aux États-Unis qui seront publiées aujourd'hui à 14h30. Logiquement, les prêts à la consommation devraient avoir continué de croître en juin et il a attendu quand même que l'inflation de base ait stagné. Donc, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à se montrer moins agressive dans le resserrement de sa politique monétaire à partir du mois de septembre. Car là, pour l'instant, les marchés en tout cas anticipent toujours une hausse des taux d'intérêt de 75 points de base à l'issue de la réunion de la politique monétaire de la Fed le 27 juillet. Maintenant, c'est les craintes, des craintes que des mesures trop agressives de la Fed face à l'inflation eh bien, plongent l'économie au bord d'une récession. C'est la plus grosse source d'inquiétude actuellement. Parallèlement, on a aussi eu justement l'inversion des rendements des bons du Trésor américain sur 2 ans et sur 10 ans. Un mouvement, comme vous le savez maintenant, considéré comme annonciateur de risques à court terme et donc d'une contraction économique et par conséquent une récession. Maintenant, le grand sujet, c'est de savoir le degré, encore une fois, de cette récession à venir. Ce matin en Europe, sans grand changement, finalement on a fait le yo-yo toute la semaine. Pareil, on n'a très clairement pas voulu accélérer à la baisse, mais on a aussi limité la prise de risque. Forcément, les opérateurs attendent, comme je vous le disais, la publication très attendue des chiffres mensuels de l'inflation aux États-Unis, qui pourrait derrière attiser les craintes de voir la hausse des taux d'intérêt favoriser une récession. Donc, l'IPC américain sera publié à 14h30. Il est attendu en hausse de 1,1% sur un mois et de 8,8% sur un an. Ce qui marquerait effectivement un nouveau plus haut de 40 ans pour l'inflation américaine. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que des chiffres supérieurs au consensus pourraient aussi raviver le débat sur la nécessité pour la Réserve fédérale de plusieurs hausses de taux de 3/4 de point, même si Jérôme Powell ne souhaite pas que cela devienne la norme. Et par conséquent derrière sur le forex, un scénario qui profiterait aussi au dollar et qui pourrait techniquement faire tomber l'euro sous la parité avec le billet vert. Maintenant, si finalement l'inflation qui est actuellement à 8,6%, on l'attend à 8,6, imaginons stagne ou tombe à 8,5-8,4%, et bien là on peut s'attendre à un rebond des valeurs de croissance, à une détente
sur les rendements obligataires, et donc un rebond des valeurs de croissance selon moi à court terme, un rebond des métaux précieux, et finalement surtout un rebond assez, à mon avis, important de l'euro-dollar, qui est venu justement toucher la parité et surtout son bas de canal. Donc on fera le point dans la partie technique. Maintenant, ces interrogations quand même sur les prix, eh bien, incitent d'autant plus les investisseurs à la prudence, puisque les perspectives de croissance continuent de se dégrader. Donc on fera le point justement dans la partie macro, c'est un graphique que je vais vous présenter juste après. Et ce matin, en plus, en Allemagne et en France, les chiffres définitifs de l'inflation ont quand même confirmé les estimations initiales, à savoir 8,2 et 6,5 respectivement en rythme annuel pour l'Allemagne et pour la France. Donc toujours une inflation élevée et pas sûr en tout cas que le pic de l'inflation soit atteint en zone euro. Autant on espère un pic de l'inflation sur le mois de juin aux États-Unis, autant en zone euro, comme vous le savez maintenant, la BCE qui a pratiqué pendant trop longtemps la politique de l'autruche, eh bien, a pris beaucoup de retard sur la courbe des taux. Par conséquent, eh bien, le pic de l'inflation, notamment avec ce qui se passe en Ukraine, eh bien, pourrait être atteint bien plus tard. Et actuellement, les opérateurs tablent sur un pic de l'inflation à partir du mois de septembre. Donc là, pareil, semaine prochaine, semaine intense sur les marchés, entre résultats des grosses techs et réunion de la BCE le 21 juillet. Donc, à mon avis, beaucoup s'attendent à ce qu'elle fasse des annonces sur les prochaines hausses de taux à venir, à savoir combien surtout, et notamment si on a des indications sur le fait que l'euro est actuellement, a touché le fond, et donc quels sont les outils qui vont être mis en place pour justement éviter une dégringolade trop profonde de l'euro. Côté macro, ici, comme je vous disais, ce sont les perspectives de croissance. Donc là, on a justement eu le Fonds monétaire international qui a revu une nouvelle fois à la baisse ses prévisions pour les États-Unis et table désormais quand même sur une progression du PIB limitée à 2,3% cette année et seulement 1% l'an prochain. Donc là, vraiment, une nette contraction du PIB américain et une inflation toujours élevée. Les opérateurs et même la Fed s'attendent à ce que l'inflation reste élevée jusqu'à la fin de l'année. On table sur une inflation aux alentours de entre 4,8 et 5,2% d'ici décembre 2023. Donc on est quand même sur une inflation toujours élevée, mais ce sera exactement la même chose partout dans le monde, notamment en zone euro, et une contraction, comme vous pouvez le voir finalement, du PIB. Là, si on regarde, que ce soit pour les prévisions du PIB mondial, même en Chine finalement, en fait partout dans le monde, dans tous les États, Japon, zone euro, États-Unis, Chine et PIB mondial, voilà, on voit qu'il y a un déclin assez important depuis maintenant décembre 2021. Donc forcément, prévision à la baisse, conjoncture économique qui se dégrade, guerre en Ukraine, je dirais pas qui s'intensifie, mais pour l'instant on n'a pas trouvé de solution, donc ça aussi ça peut peser sur les perspectives économiques, et resserrement monétaire des banquiers centraux. Important et sévère, donc hausse de taux assez stricte et dure, et par conséquent, ça aussi, si le tour de vis monétaire est trop violent, eh bien ça fragilise les perspectives de croissance. Donc globalement, voilà, on a un peu une économie, je dirais, en berne. Enfin, les perspectives de croissance ne sont pas terribles pour une inflation qui reste élevée. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi l'atterrissage en douceur que prévoient les banquiers centraux va être un exercice délicat et difficile selon moi. Pour moi, la récession est à venir. Encore une fois, je vous le redis, reste à savoir le degré de cette récession, si ce serait une récession profonde et à la fois douloureuse, ou une récessionnette, et les banquiers centraux vont nous sortir un lapin du chapeau, et par conséquent, derrière, baisser les taux, reprendre le QE pour éviter justement qu'on ait une récession trop violente, et qu'on ait des dégâts trop importants derrière sur les pays, que ce soit de la zone euro ou partout dans le monde. Donc voilà le point sur les prévisions de croissance. L'euro-dollar.
C'est le grand débat qu'on a actuellement cette semaine sur Twitter, sur les réseaux, dans les médias. Je vois beaucoup de prévisions ultra baissières sur l'euro-dollar. L'euro-dollar à la poubelle, l'euro-dollar à la cave, l'euro-dollar à 0,80. Bon, je constate qu'on est quand même sur un seuil clé et qu'effectivement, il y a deux catalyseurs que je vais surveiller, enfin trois. Le premier, c'est les chiffres de l'inflation cet après-midi, car s'ils ressortent en dessous des attentes, eh bien, je m'attends à un fort rebond de l'euro-dollar. Ensuite, discours de la BCE de la semaine prochaine. Donc si la BCE fait des annonces pour soutenir l'euro, eh bien pareil, on peut avoir une poursuite du rebond. Et si derrière, face à une inflation qui a finalement diminué, la Fed se montre un peu plus souple au mois de septembre, et bien là, on peut quand même s'attendre à un très beau rebond de l'euro-dollar. Donc en tout cas, je pense que c'est le scénario de Goldman Sachs actuellement, puisque ça, ce sont les prévisions de Goldman Sachs qui tablent en fait sur un creux de marché actuellement. Ils estiment que l'euro va repartir à 1,05. Donc c'est ma première cible technique, effectivement, les 1,05. On a un trade actuellement sur l'euro-dollar. La deuxième cible, ce serait 1,10. 1,15, je suis peut-être pas aussi ambitieux. Moi, ma première cible, ça reste les 1,05, venir le haut du canal. Et si on sort par le haut du canal, effectivement, je viserais 1,10. Je serais peut-être pas aussi optimiste pour viser les 1,15. Mais en tout cas, voilà comment je vois les choses sur l'euro-dollar. Et on a un consensus qui est ultra baissier. Donc finalement, le consensus a souvent tort, encore une fois. Par conséquent, je verrais bien l'euro-dollar rebondir. Et ensuite, maintenant, il faut que les planètes soient alignées au cours des prochains jours. Donc, c'est sûr que si l'inflation explose cet après-midi, ça risque d'être compliqué pour l'euro-dollar. Si elle stagne, ou si même elle diminue, je m'attends à un rebond. Derrière, annonce de la BCE la semaine prochaine. Ça peut être favorable pour l'euro-dollar parce que je vois mal la BCE non plus laisser dégringoler l'euro qui perd entre 15 et 18% depuis mai 2021, depuis ses sommets. Et si derrière la Fed estime qu'elle en a déjà suffisamment fait concernant la hausse des taux, enfin je dirais pas suffisamment fait, mais qu'elle va décider de finalement lever un peu le pied à partir du mois de septembre, et bien là on pourrait avoir une belle correction sur le dollar américain qui est quand même au perché, et l'euro-dollar serait vraiment bien orienté pour reprendre de la hauteur. Donc avec un objectif finalement technique. 1,05 c'est un gros objectif technique et 1,10 c'est un seuil psychologique aussi, gros niveau technique. Donc voilà les perspectives concernant l'euro-dollar. Qui pour une fois, je rejoins un peu Goldman Sachs sur cette trajectoire à moyen court terme. Concernant les indices, bon, pas grand chose à faire, hein. Très honnêtement, c'était franchement mou sur les indices. Euh, Pour moi, ça tient tant qu'on est au-dessus des 5950, mais j'ai pas grand chose à vous redire finalement. C'était très compliqué, mais enfin, c'était même impossible de mettre en place un plan swing ce début de semaine. Euh, Il n'y avait pas grand chose à faire finalement. Autant sur le Forex, il y avait un peu de flux, autant sur les indices, on n'a strictement rien fait dans l'attente de l'inflation aux États-Unis. Pour moi, je reste aussi, tant qu'on est au-dessus de 5950, toujours intéressé pour plutôt chercher des achats et viser la borne haute. Et encore une fois, si on break ce pivot clé, eh bien, je viserai un retour sur la borne basse. Voilà, il y a ni plus ni moins finalement, on n'a pas fait grand-chose, vous voyez, range horaire, bataille entre les acheteurs et les vendeurs à l'intérieur d'un range, au sein d'un range. Euh, et là, pour moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement voilà, ce range technique qu'on a ici. Voilà, on a évolué dans un range tout au long de la semaine. Donc effectivement, si on casse par le bas, même clôture sous 5950, j'ai presque envie d'ajuster le range parce que pour moi le pivot c'est surtout là en clôture daily. Clôture sous ce niveau-là, pour moi les vendeurs reprennent la main, objectif 5850. Si on casse par le haut ce range, les acheteurs qui pour moi sont présents, mais voilà, montreraient un peu plus de force si on casse les 6045 pour aller chercher notre haut de range à 6150. Et pourquoi pas sur un petit excès haussier venir combler le gap. Donc voilà le plan. À mon avis, on risque de stagner un peu. On a encore les résultats des bancaires à venir en fin de semaine.
mais pas grand chose à faire d'un point de vue trading, si ce n'est attendre un peu la sortie de ce range pour viser soit le haut de range, excès haussier, comblement du gap, soit à la baisse, le bas de range, retour sur les 5850. Et ensuite, trader de nouveau le range daily entre 5850 et 6150 points. Le DAX, c'est exactement la même chose. Euh, franchement, pas grand chose à faire. Que dire sur l'indice allemand? Ça tient, mais bon, ce fut compliqué. Fausse cassure, gap baissier, ça reprend, de nouveau gap baissier. Bon, on sent que le flux acheteur a du mal à s'installer, très clairement. Je préfère, enfin, si on est acheteur, bien évidemment, je préfère la configuration du CAC, étant donné que le CAC a préservé un support. Là, le DAX n'a toujours pas réussi à casser une résistance, donc on est sous résistance. Voilà, je serais plus à l'aise sur le DAX, effectivement, si on casse les 13 000, 12 950, pour aller chercher un peu plus haut. Mais sinon, grosso modo, c'est à peu près la même chose que sur le CAC 40 depuis le début de la semaine. On n'a pas d'action, on a peut-être un pseudo range ici, mais il est franchement pas terrible. Bon, je suis pas fan vraiment de la structure, je trouve que c'est hésitant. Voilà, on est en pleine phase d'indécision sur le DAX. Un niveau de support, pour moi, le niveau qui m'intéresse vraiment, c'est ce niveau-là. Voilà, c'est vraiment ce niveau-là. S'il est cassé à la hausse, eh bien, il y a de la place pour venir combler ce gap. Et donc aller chercher 200, 300 points à la hausse, juste sous cette résistance. Maintenant, si on est amené à retomber et casser les plus bas de la semaine, bon, bah, c'est plutôt ce gap-là qui va m'intéresser. Vous voyez, autour vers les 12 500, 12 480. Et là, pour l'instant, phase d'indécision et de neutralité de la part du marché. Donc j'attends voilà, qu'on casse soit les plus bas de la semaine pour aller chercher plus bas, soit les plus hauts, enfin soit enfin une résistance, donc la résistance des 13 000, 12 970, 13 000, pour venir combler ce fameux gap. Donc voilà le plan en swing à moyen court terme en fonction des stats qui vont tomber entre aujourd'hui et d'ici la fin de la semaine. Sur le Dow Jones, même constat, pas grand chose, c'est mou, ça manque de direction, on retombe sur le bas de canal. Bon, c'est un peu dégradé, effectivement, je trouve que le rebond tenait plutôt bien, mais ouais, on a même enfoncé ce bas de canal. Bon, très honnêtement, assez neutre. Là, si je devrais cadrer le Dow Jones maintenant, ce serait reprise des ventes sous ce niveau. J'ai quand même regardé en daily la tête de la bougie, mais ouais, on a très peu d'indications. Vous voyez, on est sur un peu un short day, une bougie vraiment d'hésitation, pas grand chose à dire. Peut-être un micro range. Bah, je suis pas fan de ce range parce qu'il y a beaucoup de mèches, mais pour l'instant, ça donne le sentiment qu'on est dans un range technique. Je reprendrai bien évidemment les ventes si on clôture sous les 30 560. Et à l'achat, si on parvient à casser cet oblique. Donc pareil, une zone ici à surveiller pour tenter un achat. Si on enfonce, reprise des ventes pour viser un peu plus bas. Si on reprend un peu de hauteur, eh bien objectif, la même 50. Mais globalement sur les indices, c'était franchement pas évident cette semaine. On n'a pas eu un sens directionnel. C'était très haché, j'ai envie de dire. Pas mal de mouvements erratiques avec quelques soubresauts. Mais bon, voilà, on n'avait pas de flux. Pas de flux directionnel, un range pas terrible. Pour moi, le pivot, voilà, c'est 30 700, 30 600. Sous ce niveau-là, reprendre les ventes, venir combler ce gap et surtout n'oubliez pas qu'on a quand même cette magnifique zone. Peut-être que d'ici la fin du mois, elle sera atteinte, mais voilà, surtout cette belle zone. Donc là, ça c'est ma zone d'achat pour un magnifique plan swing. Donc ça, notez-la sur votre graphique. 29 300.
29 540, si d'ici 2 semaines on est amené à taper cette zone, eh bien il faudra chercher des achats sur ce bas de canal et cette zone magnifique couplée avec la MM200. Donc ça c'est ma zone d'achat et pour l'instant à court terme, bon, dans l'attente des statistiques américaines. Ouais, ici c'est la même. En données daily. Bon, on est dans le vert, mais c'était un marché réservé pour les traders intraday. Voilà. Si vous êtes à l'aise avec le scalping ou la intraday, pardon, eh bien allez-y, faites-vous plaisir. Mais sinon, pour les swing traders un peu comme moi, malheureusement, il n'y avait rien à se mettre sous la dent cette semaine. Voilà, c'est vraiment sortie de range, genre un tag, on tente de sortir. Il n'y a pas beaucoup d'amplitude. Donc là, honnêtement, je ne vais pas m'amuser à lire la boule de cristal et vous dire le marché va aller en haut ou le marché va aller à la cave. Euh, je surveille des niveaux clés que j'ai évoqués avec vous en vous disant voilà, ce niveau-là, si on casse, reprise des ventes, et si on casse à la hausse, au contraire, et bien objectif, et même 50 à aller chercher. Voilà, c'est des niveaux clés qu'il faut surveiller. Pour l'instant, on n'a pas plus de visibilité que ça, malheureusement, sur le Dow Jones. Par cette fameuse grosse zone qui m'intéresse à moyen terme, effectivement, mais là, à très court terme, c'est encore un peu brouillon, on manque de visibilité dans l'attente de statistiques clés. L'euro-dollar, que faut-il faire? Faut-il couper la position? Faut-il garder la position? Faut-il diminuer son risque? Personnellement, je décide de garder la position sur l'euro-dollar. Autant l'USD, parce qu'on est exposé sur euro-dollar, USD-yen. Donc on est à l'achat sur l'USD-yen, donc on achète le dollar et on est aussi à l'achat sur l'euro. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. Pour ma part, je pense couper l'USD-yen, déboucler la position ou mettre le stop loss à break-even et rester à l'achat sur l'euro-dollar. Voilà. C'est mon plan parce que, comme je vous l'ai expliqué en introduction, je peux me tromper. Je me trompe souvent. Mais comme expliqué en introduction, il y a un consensus qui est ultra baissier sur l'euro-dollar. Et par conséquent, j'ai envie de faire l'inverse du consensus qui, pour moi, parfois a raison, mais a souvent tort. Donc déjà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, on est venu toucher un seuil symbolique, la parité, et un niveau technique, bas de canal. Donc seuil psychologique avec le niveau des 0,9990 qui est pas loin non plus, qui pour moi est un beau niveau. Donc notre zone c'est 1, 0,9990. Donc soit vous mettez votre stop sous les plus bas, vers les 0,9970, 0,9980, vous diminuez votre risque. Voilà, on avait mis le stop vers les 0,9950, là on diminue le risque, soit, et là j'ai la divergence qui est en train de se valider en plus, donc en fait, bon, alors je vais finir ma phrase, soit si vous êtes rentré ici, normalement vous avez une bonne entrée, vous avez de l'avance. Pour certains, vous avez déjà, si vous êtes rentré vers les 1,0007, 1,10, vous avez entre 30 et 40 pips d'avance. Donc c'est pas rien non plus. Si vraiment ça se retourne, vous pouvez limiter les dégâts et couper à break-even. Soit vous voulez diminuer les risques et vous dites non, je reste, j'attends de voir si ce support va tenir, si on fait une mèche, un excès baissier. Si vous êtes une gestion bon père de famille, vous avez logiquement, si vous êtes bien rentré sur la bande basse du canal, un peu une marge de manœuvre suffisante. Voilà, on n'est pas râlé pas crade, c'est en train de remonter un peu, vous avez entre 30 et 40 pips. Donc voilà, si c'est amené à se retourner, vous pouvez quand même agir sereinement, j'ai envie de dire. Deuxièmement, j'ai ma divergence. Et donc effectivement, bas de canal, divergence 4 heures, consensus ultra baissier. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que je garde ce trade dans le sens où normalement je l'aurais coupé comme sur l'USD Yen, chose que je vais faire. Mais je le garde parce qu'en fait, le ratio risque-récompense est excellent. Si je perds, même si vous perdez ici, la perte est minime. Et si vous êtes dans le bon sens et que ça part, le gain est énorme. Donc là, il y a un ratio risque-récompense pour moi qui est quand même très important. Pour un risque
finalement faible. Voilà, on est sur un bas de canal, on a une divergence 4 heures qui est en train de se valider. Là, si ça part vert d'ici ce soir, encore une fois, je peux me tromper, mais si finalement l'inflation, eh ben, c'est pas si pire que ça et qu'on fait une belle bougie verte, derrière c'est chandelier de retournement. On valide une étoile du matin, Doji. Donc chandelier de retournement sur ciel psychologique, bas de canal, divergence 4 heures. Je suis désolé, mais avec autant d'éléments, j'ai du mal à être baissier en tout cas, et j'ai du mal à couper ma position. Voilà, j'estime que s'il y a un chandelier de retournement, effectivement, je vise 1,0350. Ce serait peut-être un TP1 ici, 1,0350. Et si jamais, par miracle, on arrive à sortir par le haut du canal, effectivement, on pourra aller un peu plus haut. Donc voilà pourquoi je garde ce trade. J'estime juste que le potentiel est vraiment énorme par rapport au risque qui, lui, est plutôt minime. USD Yen, en revanche, c'est tout l'inverse. L'USD Yen, on a juste un petit triangle. On a un trend ultra haussier qui est même sur achat total. On est très éloigné de Chikou. Si je mets l'Ishimoku à mon avis, on est super éloigné de Chikou, de la Kijun, de la MM50. Donc là, pour moi, on a atteint un plafond de verre bientôt. Potentiellement une divergence. Si là ça chute, on va valider une grosse divergence. Donc, derrière, je me dis finalement, c'est quoi le gain? Le gain est minime. Et le risque, je dirais pas qu'il est maximum, mais il est par rapport au gain, il est pas bon. Parce que là, l'idée c'était de faire cette sortie de triangle et de se dire, ok, si on sort par le haut de ce triangle, on vise pas plus haut que les 138,80, 139. Donc, gain limité pour un risque, on a à peine 1 pour 2. Donc là, effectivement, je vois pas trop l'intérêt. Autant on serait sur un départ ici, une sortie de fanion, je vous dirais, ok, il y a du potentiel. Là, on est suracheté de partout, sur toutes les unités de temps, on bute sur cette résistance, on a une grosse résistance au-dessus de la tête, pas bien loin. Donc ça sert à rien de se mettre en risque, finalement. Ça sert à rien de se mettre en risque parce que le gain, ça n'en vaut pas la chandelle, finalement. Donc là, pour le coup, soit vous remontez votre stop loss sous votre kit jaune ici, donc vous diminuez drastiquement votre risque, soit en fait vous ne prenez pas la tête et vous mettez à break-even. Voilà. Et puis si ça part, vous êtes dans le train, tant mieux. Si ça part pas, vous faites stop à break-even. Donc là, voilà, à mon avis, on a un des deux, on va être dans le bon sens parce qu'on est acheteur de dollars et acheteur d'euros. Donc forcément, il y en a un des deux où ça va être bon, logiquement. Maintenant, je suis moins à l'aise sur l'USD Yen parce que pour moi, le ratio risque-récompense n'est pas aussi important que sur l'euro-dollar si on a bon. Voilà. L'euro-dollar, il y a moyen d'avoir un ratio de 1 pour 4, 1 pour 5, voire même 1 pour 8 derrière. Ici, au mieux, c'est 1 pour 2. Donc, et dans un trend, voilà, le but, c'est pas de FOMO en fait. Là, le trend haussier, oui, on peut aller encore un peu plus haut. Mais l'idée, c'est pas de FOMO en fait. Et donc là, ce serait courir après le papier pour se dire, ouais, c'est le trade haussier, mais effectivement, voilà, on a une résistance ici au-dessus de la tête. Ici, ça bloque actuellement juste là. Un peu plus haut, pardon, par ici, pas très loin. Mais je sais qu'on a une. Voilà, ici, on a un beau creux, on est sous résistance. On va regarder en données mensuelles, c'est ultra suracheté. En données hebdo, c'est la même chose. Donc effectivement, hausse envisageable, mais limitée selon moi, on a atteint un plafond de verre. Donc voilà la gestion que j'adopte sur ces deux paires. L'Eurocad. L'Eurocad, je surveille parce qu'on a atteint la zone, et comme je vous le disais, c'est dommage qu'on ait pas eu la divergence, sinon j'aurais tenté le trade. Là pour le coup, surveiller l'Eurocad, on a atteint l'objectif baissier, effectivement. Maintenant, voilà, on est sur une belle zone et un petit rebond de court terme pourrait se mettre en place. Par conséquent, surveiller les réactions de l'Eurocad si jamais on a un double creux. Voilà, pour tenter un achat à la cassure des 1,3110. J'ai beaucoup. Donc voilà, là c'est un petit range 15 minutes horaire, potentiellement un double creux qui est en train de se former. J'aime bien la zone. Bon, ne prenez pas trop de risques parce que le but c'était le trade baissier dans le sens de la tendance. Là on est à contre-tendance.
Mais effectivement, si vous avez réalisé une belle semaine, bien, pourquoi pas tenter un rebond si on casse ici la ligne de coup, juste pour jouer un rebond technique, hein, pas plus. Je vois pas une reprise haussière, hein, c'est ultra baissier pour rappel. Donc on avait pris un trade dans le sens de la tendance, là on a la contre-tendance. Mais je verrais bien un rebond avant rechute. Néanmoins, pas de précipitation, attendez la cassure de cette ligne de coup pour jouer ce rebond. Donc voilà un petit plan si vous voulez prendre quelques risques, si vous avez fait une belle semaine. Sinon, laissez tomber et restez focus sur l'euro-dollar et l'USD-yen. Le gold, là le gold, je suis neutre et pareil en fait, j'expliquais la stratégie, c'est de me dire zone d'achat moyen long terme ici sur le bas de range qui m'intéresse. Si on est amené à retomber dans les prochaines semaines sur ce niveau-là, avec la MM200 qui remonte, donc là effectivement pour moi c'est le point d'achat idéal sur le gold, la zone 1690, 1680, donc là ce sera la zone d'achat idéale. Maintenant, dans l'attente de l'IPC américain cet après-midi, et là, même constat, j'ai pas envie d'être en risque. Si on a une belle bougie, qu'on casse les 1750, pourquoi pas tenter un achat? Dans ce cas-là, si on a un bel avalement haussier, ici, je vous dis ok, vous pouvez tenter un achat avec un stop loss sous les plus bas. Si on clôture sous résistance, vous laissez tomber, bien évidemment, mais si on a cassure des 1750, pourquoi pas? Ça représente quand même une hausse de 1,5%, c'est beaucoup, bon, à voir. Hein. Mais pareil, on ne peut pas se permettre de payer sous résistance, donc il faudrait qu'on casse pour viser 1790. A l'inverse, si ça tient pas, si ça végète et qu'on casse les 1725, eh bien, prenez votre mal en patience et vous attendrez sereinement un retour sur les 1685. Là, effectivement, ce qui me plaît, c'est la formation de la divergence. Pour le coup, ça y est, on a fait un creux sous les 1725. Et là, on tente de la valider. Donc, pourquoi pas, si vraiment le départ de flux est beau cet après-midi, tenter cette divergence. Même si elle est sous résistance, autant voilà, diminuez votre risque, faites attention parce qu'effectivement on est sous résistance. J'aime bien la divergence qui pour le coup est sur un niveau de support là, actuellement. On tente de la valider. Si c'est confirmé à 14h30, après l'ouverture US à 15h30 plutôt d'ici 16h, le temps que le marché digère un peu les données. Si on a un départ de flux haussier, pourquoi pas tenter un achat et viser derrière les 1790. En revanche, si ça ne prend pas et qu'on retombe, eh bien on abandonne ce scénario et on attendra tranquillement un retour sur notre bat range hebdomadaire à 1690, 1680. Le Brent, à la croisée des chemins. Voilà. Donc celles et ceux qui ont payé la divergence 4 heures se sont fait sortir à break-even. Donc voilà, c'était à mon avis la meilleure chose à faire. Enfin, pas de se faire sortir à break-even, mais de remonter le stop. Faut pas prendre de risques inutiles. Donc là, sortie de ce trade à break-even. Maintenant, j'attends de voir, comme je vous le disais, ça deviendra intéressant si on break la même 200. Voilà, c'est vrai que j'ai bien envie de tenter un achat, mais pas maintenant en tout cas. Pareil, j'ai envie de voir les données sur l'inflation. Mais on a un beau bas de range avec MM200, un range 4 heures, surveillez ce qui va se passer d'ici là. Si effectivement on a des signaux haussiers, bon bah là la stratégie est simple, hein, c'est achat stop loss sous la MM200 pour viser TP1 et puis derrière si on fait un beau double creux, et bah c'est en 14,55. Donc à voir, à affiner en données 4 heures. Là pour l'instant il n'y a pas grand chose, je trouve. On a des petits doji éventuellement, bon c'est un petit peu intéressant, mais c'est un peu trop maigre. Derrière j'aimerais bien un départ de flux. Si départ de flux, pourquoi pas tenter un stop loss ici. Et puis valider ce double creux qui pourrait vraiment nous envoyer un peu plus haut. Maintenant, si on casse et qu'on clôture sous le range, sous la même de 100, alors là, prudence, à mon avis, zone de distribution et le pétrole pourrait commencer à retomber sur les niveaux de résistance.
Le light, là c'est la même chose. Bon là pour le coup on est venu taper enfin la borne basse du... Ouais, si on est venu taper la borne basse de notre range. Donc là on a vraiment cassé ce support intermédiaire, on est venu sur le bas de range. Donc là effectivement le WTI me plaît mieux. Autant les précédents jours je vous disais j'aime pas, on est sur un support intermédiaire, j'aimerais qu'on vienne chercher le bas de range. Donc c'est chose faite, bas de range et même 200. Donc là on est vraiment dans la même configuration que sur le Brent. Le plan est le même. Le plan est le même. S'il y a un gros départ de flux, eh bien stop loss sous les plus bas, sous la M200. Pour jouer un rebond et le double creux. Si ça casse, eh bien sortie de range par le bas après 4-5 mois de consolidation. Et donc, à mon avis, retour sur les niveaux de support. Donc, clairement, vous l'aurez compris, le pivot clé, c'est le bas de range et la MM200. Soit vous guettez des signaux haussiers sur cette composante, soit si ça casse, eh bien, commencez à réfléchir à une stratégie baissière. Le Bitcoin qui ne fait strictement rien. Range, donc là, pareil, surveillez les données. Si vous êtes chaud de la gâchette, eh bien, tentez un achat sur le bas de range. Encore une fois, on est dans un range. Si ça rebondit, tentez l'achat sur le bas de range. Et il faut encore se battre, travailler, alléger, reprendre, vendre, alléger. Et puis si ça casse, visez enfin les 24 000. Voilà, le plan, vous le connaissez par cœur. Maintenant, je pense que rien n'a changé. Vous connaissez les niveaux clés, la zone de reprise haussière, la zone de dégradation. Si on se met sur l'unité de temps logarithmique, pour rappel, le fameux double top en données logarithmiques, qui est certes confirmé, mais ce scénario se renforcera si cassure des 19 000 en clôture hebdomadaire. Voilà. Donc pour viser 12 000 $. Maintenant ça tient, donc le pivot clé est toujours en place, toujours dans un range. Si on a un petit avalement haussier, vous êtes en trader dynamique, et bien tenter un achat, stop loss sous le bas de range, et la stratégie reste la même, ping-pong entre les deux bornes, on achète, on allège, si ça casse, pourquoi pas renforcer, viser 24 000, etc., etc. Le but c'est de se battre dans ce range, ping-pong entre les deux bornes en données 4 heures, je vous invite à affiner ce range en données 4 heures pour déceler des signaux un peu plus, enfin, sur les unités de temps un peu plus courtes. Si vous êtes à l'aise avec le trading range, sinon pour les autres, eh bien, vous attendez tranquillement la cassure d'une des deux bornes, puisqu'elle donnera derrière le coup d'envoi du prochain mouvement directionnel. Donc retour sur 17 000 ou rebond vers 24 000. Bien entendu, il faudra casser les 24 000 $ pour entrer dans une zone de reprise haussière. Sinon, c'est un simple rebond au sein d'une tendance ultra baissière. L'Ethereum, c'est le même constat. C'est le range. Toujours. Là, en données hebdo, effectivement, ce qui m'intéresserait, moi, ce serait de voir un avalement haussier avec une clôture au-dessus de la MM50, de la MM200. Donc là, je vous dirais oui, banco, on a un signal technique haussier, on casse une résistance, ça peut être intéressant pour aller chercher 1412, 1730. Donc ça, ce sera confirmé en données hebdomadaires. Maintenant, en données daily, la stratégie est identique. C'est la même que sur le BTC. Le range de consolidation sur un pivot clé, on se bat, on avance, on trade, stop loss sous les plus bas, on allège, si ça part pas, on coupe, on vend, etc. etc. Ping-pong, grosse bataille dans le range. Là, en données 4 heures, j'ai pas eu de... Ouais, j'ai un petit avalement, mais il est pas terrible. Il est pas terrible. Est-ce que j'ai peut-être une divergence horaire? Divergence horaire. Intéressant. Bon, à confirmer après l'IPC, mais là, est-ce qu'on a la même sur le BTC? Tiens. Oh, oui, banco. Donc on a validé une divergence horaire sur le BTC aussi. Bon, j'attendrai les chiffres de l'inflation. Si c'est bien accueilli, bah pourquoi pas tenter le trade avec un stop loss sous les plus bas. Très clairement. Pareil pour l'Ethereum. Si les données sont plutôt bonnes,
que le Nasdaq se redresse, que les rendements obligataires se détendent, eh bien pourquoi pas tenter un petit achat pour remonter un peu plus haut et viser la borne haute de ce range. Donc voilà une stratégie intéressante à aller chercher, en tout cas à l'achat, 1240, si on casse 1412, si finalement après la publication les chiffres sont désastreux et qu'on retombe et qu'on casse les 1000 $, eh bien objectif 820 $. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, de très bonnes vacances. Si certains d'entre vous sont en vacances comme moi durant la deuxième quinzaine du mois de juillet, donc profitez bien du soleil, bon repos et je vous dis bon retour à partir du mois d'août, à savoir le 1er août pour une nouvelle émission.